Chante, déesse, d'Achille, fils de Pélée, la colère désastreuse, qui de maux infinis accabla les Achéens, et précipita chez Hadès tant de fortes âmes de héros, livrés eux-mêmes en pâture aux chiens et à tous les oiseaux carnassiers. Et le dessein de Zeus s'accomplissait ainsi depuis qu'une querelle avait divisé l'Atride, roi des hommes, et le divin Achille. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que l'Afrique du Moyen-Âge, bien que glorieuse, était déjà une Afrique corrompue, et l'Afrique d'aujourd'hui l'est encore plus. Elle est d'autant plus corrompue parce que elle subit depuis des siècles maintenant l'influence et la domination de puissances étrangères qui ont fondamentalement des valeurs et des principes qui ne sont pas celles de l'Afrique ancestrale. Pour véritablement comprendre ce qu'est l'Afrique, il faut remonter au temps où elle était un sanctuaire. Le temps où les Africains étaient encore eux-mêmes parce que l'étranger n'avait pas encore pris l'ascendant sur eux. Le temps où les Africains n'étaient pas encore salis par les pratiques prédatrices, souillés par les vices et corrompus par la méchanceté qui caractérise le monde actuel. Qu'est-ce que l'Afrique véritable? L'Afrique véritable, c'est le paradis terrestre. C'est le pays des gens vertueux. C'est la terre des hommes heureux. C'est la résidence secondaire des dieux. C'est ça l'Afrique véritable. Dans son livre Discours sur les sciences et les arts, publié en 1750, Jean-Jacques Rousseau a fait cette déclaration. Si j'étais chef de quelqu'un des peuples de la Nigricie, il parle ici de l'Afrique noire, je déclare que je ferais élever sur la frontière du pays une potence où je ferais pendre sans rémission le premier Européen qui oserait y pénétrer et le premier citoyen qui tenterait d'en sortir. Donc, il dit que lui, s'il était un chef africain, si un Européen tente de pénétrer en Afrique, il le fait pendre. Et si un Africain tente de sortir de l'Afrique, il le fait pendre aussi. Que veut-il dire par là? Regardons ce qu'il explique dans la note. À la page 94, il précise sa pensée. On me demandera peut-être quel mal peut faire à l'État un citoyen qui en sort pour n'y plus rentrer. Il fait du mal aux autres par le mauvais exemple qu'il donne. Il en fait à lui-même par les vices qu'il va chercher. De toute manière, c'est à la loi de le prévenir et il vaut encore mieux qu'il soit pendu que méchant. En fait, Jean-Jacques Rousseau cible ici le problème de la corruption des mœurs. Et ce principe-là qu'il énonce, qui est un principe général, il l'applique à l'Afrique noire. Parce qu'il dit que si un Européen entre en Afrique noire, il va corrompre les Africains avec les mœurs européennes. Et si un Africain qui vit en Afrique sort de l'Afrique pour aller fréquenter les Européens, lorsqu'il va revenir en Afrique, eh bien, il va corrompre les Africains avec les mœurs européennes. C'est ça qu'il est en train d'énoncer. C'est le principe du sanctuaire. Et dans l'Antiquité, le peuple noir, comme nous allons le voir, était considéré comme le peuple le plus vertueux de la terre. Et ce que dit Rousseau, en gros, c'est que les Africains étaient dans un sanctuaire, mais que ce sanctuaire a été forcé et ils ont été corrompus par les Européens. Quand on examine l'histoire, on constate effectivement que les Européens n'ont pas seulement exterminé des peuples, ils ont également corrompu tous les peuples qu'ils ont côtoyés. Ils ont transmis leurs vices et leur cupidité aux peuples de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique. Et l'Afrique noire
aujourd'hui n'est plus un sanctuaire. Il n'y a plus de différence fondamentale entre un Africain et un Européen. Dans les siècles passés, un Africain pouvait encore faire cette réplique que l'on va lire dans De la littérature des nègres, publiée en 1808. Dans le contexte, l'abbé Grégoire explique qu'il a constaté que les Noirs sont plus vertueux que les Blancs. Et à la page 115, il cite une anecdote. Il rapporte que le docteur Newton a raconté qu'un jour, il a accusé un nègre, un esclave, de fourberie et d'injustice. Et qu'est-ce que le noir lui a répondu? Il lui a simplement répondu « Mais vous me prenez pour un blanc ou quoi ?» Fait est de constater qu'avec le temps, ces différences finalement se sont atténuées. Mais si on remonte dans l'Antiquité, dans l'Afrique originelle, eh bien on constate que l'Afrique d'origine était un sanctuaire. Et ce qu'a exprimé Jean-Jacques Rousseau, les Grecs de l'Antiquité l'ont dit avec d'autres termes. Dans un article publié par le Centre des études hellénistiques de l'Université de Harvard, on a l'explication suivante. Dans le mythe, l'Afrique apparaît comme un endroit mystérieux et éloigné. Son peuple peut être marqué comme différent par son apparence et sa relation avec les dieux. L'Afrique ne produit pas seulement ceux qui se distinguent du reste de la race humaine, mais elle peut aussi cacher ceux qui débarquent sur ses rives, soit en les protégeant ou en entravant leur voyage. De cette façon, l'Afrique se distingue du reste du monde. Ceux qui s'y rendent peuvent vivre une expérience de vie suspendue, comme s'ils étaient retirés de l'action en cours ailleurs. L'université de Harvard nous dit ici que dans l'Antiquité, le peuple noir se distinguait de tous les autres peuples de la Terre. Et que quand on essayait de pénétrer en Afrique, soit l'Afrique vous protégeait, soit l'Afrique entravait votre voyage. Et que quand on était en Afrique, c'est comme si la vie était suspendue. C'est comme si, pendant un laps de temps, vous étiez coupé de l'existence du monde extérieur. Diodore de Sicile, dans le livre 3, explique que les Noirs étaient considérés comme les êtres les plus pieux de la terre et que personne n'a réussi à les envahir à cause de leur union et à cause de leur piété. Page 179, voilà ce qu'il dit. On soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes et que les preuves en sont évidentes. D'abord, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qui sont nés dans le pays même, on peut à juste titre les appeler autochtones. Ensuite, il paraît manifeste pour tous que les hommes qui habitent le Midi sont probablement sortis les premiers du sein de la terre. Donc ici, Diodore de Sicile rappelle une chose, c'est que l'humanité est née en Afrique. Cette vérité que les scientifiques ont fait mine de découvrir récemment, à savoir que l'humanité est apparue en Afrique noire, cette vérité-là, dans l'Antiquité, c'était déjà une évidence pour tout le monde. Ensuite, il ajoute, on prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux hommes à vénérer les dieux, à leur offrir des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et d'autres cérémonies par lesquelles les hommes pratiquent le culte divin.
Aussi sont-ils partout célèbres pour leur piété, et leurs sacrifices paraissent être les plus agréables à la divinité. Donc ce sont les Africains qui ont enseigné aux hommes à connaître Dieu. Et ces Africains, dans l'Antiquité, étaient considérés comme les êtres les plus pieux de la planète. Il ajoute, on remarque que les Éthiopiens ont recueilli de la part des dieux la récompense de leur piété en n'ayant jamais essuyé le joug d'aucun despote étranger. Donc il dit que les Africains n'avaient jamais été envahis par une puissance étrangère. En effet, de tout temps, ils ont conservé leur liberté et grâce à leur union, ils n'ont jamais été soumis par les souverains qui ont marché contre eux et dont aucun n'a réussi dans son entreprise. Donc il explique que dans l'Antiquité, il y a des puissances étrangères qui ont tenté d'envahir l'Afrique noire, mais ils ont tous échoué. Et il cite quelques exemples. Cambyse, qui avait tenté une expédition en Éthiopie, y perdit toute son armée et courut lui-même les plus grands dangers. Sémiramis, si renommée par la grandeur de ses entreprises et de ses exploits, à peine s'était-elle avancée dans l'Éthiopie qu'elle abandonna aussitôt le projet de faire la guerre aux habitants de ce pays. Hercule et Bacchus, en parcourant toute la terre, ont épargné les seuls Éthiopiens habitant au-dessus de l'Égypte par égard à la piété de cette nation, en même temps qu'à cause de la difficulté de l'entreprise. Donc même Hercule, le demi-dieu grec invincible, a renoncé à conquérir l'Afrique noire parce qu'il était impressionné par la piété de ses habitants et parce que c'était compliqué de le faire, et même chose pour Bacchus, le dieu de la vigne. Et on se souvient aussi que des phénomènes étranges se sont produits lors du périple de Hannon. J'en parle dans la vidéo Cameroun, peuple du trône de Dieu, quand l'explorateur Hannon et les navires carthaginois ont essayé de pénétrer en Afrique noire. Il y a eu des phénomènes surnaturels qui les ont obligés à faire demi-tour. Donc, dans l'Antiquité, on considérait l'Afrique noire comme une terre mystérieuse, énigmatique et comme un domaine protégé par les dieux. L'université de Cambridge, dans un article publié le 5 janvier 2009, Éthiopiens irréprochables et autres, déclare ceci. Les Éthiopiens d'Homère sont en effet presque dans le royaume de Marchon. Marchon, c'était un royaume un peu enchanté, féerique, dans la mythologie scandinave. Les dieux leur rendent visite ou sont signalés parmi eux quand ils s'absentent de l'Olympe. Ils sont eschatos andros et sans faute ou blâme. Eschatos andros, ce sont les hommes éloignés, ceux qui vivent au bout de la terre. Donc, on considérait à l'époque que l'Afrique noire était une terre que les dieux visitaient régulièrement, et on considérait les Noirs comme étant sans faute et sans blâme, c'est-à-dire irréprochables. Cette terre africaine était décrite comme un paradis terrestre. Hérodote, dans son livre 3, ligne 114, décrit le pays des Noirs. Hérodote dit, parlant de l'Éthiopie, que l'Éthiopie produit de l'or en abondance, des éléphants énormes, toutes sortes d'arbres sauvages et de l'ébène, et les hommes les plus grands et les plus beaux de la terre et ceux qui vivent le plus longtemps. Effectivement, à l'époque, on disait que les Noirs étaient les êtres les plus beaux de la terre, mais aussi ceux qui vivaient le plus longtemps.
On voit ici comment ce regard sur les Africains tranche avec aujourd'hui. Aujourd'hui où le noir est souvent associé à ce qui est laid, à ce qui est sale. Eh bien, à l'époque, on disait que les noirs étaient les êtres les plus beaux de la terre. Ces trois éléments descriptifs que mentionne Hérodote, l'abondance de l'or, la beauté et la longévité des Noirs, sont confirmés par un autre auteur de l'Antiquité, Pomponio Mela. Pomponio Mela, c'est le plus ancien géographe romain connu et il a vécu au 1er siècle de notre ère. Il a écrit l'ouvrage De Chorographia dans le livre 3. Là, c'est la version originale en latin. On va voir ce qu'il dit aux sections 74 et 75. Je vous mets la traduction française. Au-delà sont établis les Éthiopiens. Ils possèdent la terre de Méroé, qui est la première à être entourée par le Nil et transformée en île. Les uns, parce que leur vie est presque de moitié plus longue que la nôtre, sont appelés Macrobiens. Alors ici déjà, il mentionne la longévité. Les autres sont appelés Ottomoles parce qu'ils sont venus d'Égypte. Ils sont beaux. Lui aussi mentionne la beauté. Et ce sont des gens qui vénèrent le corps et la force comme d'autres le font des plus grandes vertus. Ils ont l'habitude de choisir pour chef de préférence sur sa beauté et sur sa force. Il y a chez eux plus d'or que de cuivre, et là il mentionne l'abondance en or. C'est pour cette raison qu'ils estiment plus précieux le métal qu'il est moins. Ils se servent du cuivre comme ornement, mais utilisent l'or pour forger les chaînes des malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'or que l'or était même utilisé pour forger les chaînes des détenus. L'explorateur Hassan el-Wazan, mieux connu sous le nom de Léon l'Africain, a également décrit l'Afrique ancestrale comme un paradis dans son livre Description de l'Afrique, tierce partie du monde, publié au XVIe siècle. À la page 21, il introduit un texte anonyme publié dans l'Antiquité par un auteur portugais. Et celui-ci déclare ceci au sujet de l'Afrique noire. Du côté de l'Afrique, il est vêtu d'arbres touffus, plaisants, et arrosé de belles et fraîches fontaines, où reverdissent 1000 espèces de fruits, produits de soi-même, sans peine et sans œuvre d'homme, voire en si grande abondance que les habitants peuvent aisément par toute l'année en manger tant qu'ils veulent. Donc il dit ici que bien l'Afrique produit énormément d'espèces de fruits, mais il précise que ces fruits se produisent d'eux-mêmes, que les hommes n'ont même pas besoin de travailler la terre pour que ces fruits apparaissent, et que ainsi les Africains ont abondance de nourriture tout au long de l'année, ce qui tranchait considérablement avec les autres régions du monde. Il ajoute ceci, page 43. Les Noirs mènent une bonne vie et sont de fidèles natures, faisant volontiers plaisir aux passants, et s'étudient de tout leur pouvoir à se donner tous les plaisirs des quoi ils se peuvent aviser, à se réjouir en danse, et le plus souvent en banquets, connuits et ébats de diverses sortes. Ils sont fort modestes et ont en grand honneur et révérencent les hommes doctes et religieux, ayant meilleur temps que tout le reste des autres peuples, lesquels demeurent en Afrique. Donc il dit que les Africains mènent vraiment une vie tranquille, ils sont heureux, ils dansent, et ils ont de meilleures conditions
une meilleure vie que tous les autres peuples. Francis Moore, un explorateur anglais du XVIIIe siècle, dans son livre Travels in Africa, publié en 1738, a aussi parlé de l'Afrique noire dans l'Antiquité. Et dans son introduction, il explique que dans l'Antiquité, donc il parle ici des Noirs, les Négros, il dit que dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains pensaient que l'Afrique noire c'était le premier état de l'humanité qu'ils ont décrit comme l'âge d'or. Donc ils ont attribué à l'Afrique noire le Golden Age, c'est-à-dire l'âge d'or de l'humanité. C'est-à-dire l'époque où l'humanité était la plus heureuse et la plus pure. C'était en Afrique noire. Plus loin, il déclare ceci. Parlant de ces Africains, il ajoute à la page 66 « Ils n'ont jamais fait la guerre, ni voyagé dans les autres pays, mais ils se sont contentés de passer toute leur vie dans leur pays natal et n'ont jamais mis les pieds en dehors. » Donc, il explique que les Africains de l'Antiquité ne sortaient pas d'Afrique. Il n'y avait pas d'immigration à cette époque-là. Ils étaient tellement bien en Afrique, il y avait une telle abondance en Afrique, et bien qu'ils passaient toute leur vie en Afrique. C'était l'âge d'or de l'humanité. Et même des siècles après l'Antiquité, il y avait encore des traces de cette Afrique paradisiaque. L'abbé Grégoire, dans son livre de la littérature des nègres, cite le naturaliste français Adamson qui a visité le Sénégal en 1754. Et même à cette époque, il a décrit le Sénégal comme un paradis. Il emploie l'expression de pays enchanteur. Effectivement, Michel Adamson, dans son livre Histoire naturelle du Sénégal, publié en 1757, dit ceci à la page 31. De quelque côté que je tournasse les yeux dans ce riant séjour, tout ce que j'y voyais me retraçait l'image la plus parfaite de la pure nature. Une agréable solitude qui n'était bornée de tous côtés que par la vue d'un paysage charmant. La situation champêtre des cases au milieu des arbres, l'oisiveté et la mollesse des nègres couchés à l'ombre de leur feuillage, la simplicité de leur habillement et de leurs mœurs, tout cela me rappelait l'idée des premiers hommes. Il me semblait voir le monde à sa naissance. Un autre explorateur, Jean-Gabriel Stedman, dans son récit de voyage intitulé « Voyage à Suriname et dans l'intérieur de la Guyane », publié en 1799, dit ceci à la page 66. « Les nègres sont portés d'une telle bienveillance les uns envers les autres qu'il est inutile de leur dire « Aimez votre prochain comme vous-même ». Le plus pauvre d'entre eux, s'il n'a qu'un œuf, le partagera avec tous ceux qui seront présents. Il en fera de même du plus petit verre de rhum, mais préalablement, il en versera quelques gouttes à terre en forme de libation. Et on a aussi le témoignage au XVe siècle de Alvise Kadamosto, Voyage en Afrique noire. À la page 53, il montre la différence entre le pays des Aznègues, ces tribus berbères, et le pays des Noirs. Et il dit que les deux contrées sont séparées par un fleuve qui est le fleuve Sénégal. Et concernant l'Afrique noire, bien, il dit que c'est la fertilité et l'abondance, contrairement au pays des Berbères.
Il dit ici, chose admirable, en deçà du fleuve, les hommes sont tous très noirs, grands, vigoureux et bien faits. La terre y est fertile, elle regorge d'arbres très élevés et de fruits de toutes sortes qui nous sont inconnus, car ils ne poussent pas chez nous. Au-delà du même fleuve, donc chez les Berbères, ils sont tous maigres, de petite taille, et le pays est sec et partout aride. Et il ajoute, page 54, on dit que ce fleuve, il parle du fleuve Sénégal, serait l'un des 4 fleuves du paradis terrestre, dénommé Géon. Il baigne toute l'Éthiopie et, au dire de ceux qui ont vu et exploré le monde, donne naissance au Nil. Donc, au XVe siècle encore, il y avait cette idée que quand on pose le pied en Afrique noire, on se rapproche du Jardin d'Éden. Indépendamment de la terre africaine, c'est le peuple noir lui-même qui était considéré comme un peuple unique sur terre. Dans son livre « Les Noirs dans l'Antiquité », Frank Snowden cite Lactantius Placidus, un auteur romain du 5e siècle. Certainement, les Éthiopiens sont aimés par les dieux à cause de leur justice. Ce que Homère indique dans le premier livre par le fait que Jupiter quitte fréquemment les cieux et festoie avec eux à cause de leur justice et de l'équité de leurs coutumes. Car les Éthiopiens sont, dit-on, les hommes les plus justes et pour cette raison, les dieux quittent fréquemment leur demeure pour leur rendre visite. Donc, cet auteur latin du 5e siècle dit que les Noirs sont considérés comme les hommes les plus justes de la terre, qui sont aimés par les dieux et que les dieux leur rendent visite. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, montre qu'à l'époque, les Noirs étaient perçus comme des êtres extraordinaires. À la page 280, il fait cette remarque. Qui, en effet, a cru à l'existence des Éthiopiens, des nègres, avant de les voir? Et quelle est la chose qui ne nous paraît pas étonnante quand elle vient à notre connaissance pour la première fois? Il y avait cette idée que les Noirs étaient des êtres extraordinaires. Ils étaient en effet considérés comme les êtres les plus vertueux, les plus beaux, les meilleurs combattants. Il y avait par exemple une tribu éthiopienne qui était surnommée la tribu aux 4 yeux. Aux 4 yeux, pourquoi? Parce que c'était les meilleurs archers du monde. Ils étaient considérés comme les êtres les plus pieux et ils étaient considérés comme le peuple de Dieu, car c'est à eux seuls que les dieux rendaient visite. Et cette admiration se traduisait par des actes. Dans le livre 22, il rapporte une pratique courante chez les anciens peuples de Gaule. Il dit ceci. Je remarque que c'est autant dans un but esthétique que pour se conformer à des pratiques bien ancrées qu'un certain nombre de nations étrangères emploient certaines herbes. En tout cas, dans tel ou tel peuple barbare, les femmes se fardent avec telle ou telle plante et les hommes aussi, chez les Daces et les Sarmates, se tatouent le corps. Une plante semblable au plantain, appelée Glastum en Gaule, est utilisée chez les Bretons par leurs épouses et leurs brus, qui s'en teignent tout le corps pour paraître nus dans certaines cérémonies religieuses avec la couleur des Éthiopiens. Que font ces femmes? Elles se teignent le corps en noir dans les cérémonies religieuses pour paraître comme des Éthiopiennes.
Pourquoi faisait-elle cela? Parce que à l'époque, les gens savaient que les Noirs étaient particulièrement aimés par les dieux. Et donc, dans les cérémonies religieuses, elles se teignaient en noir pour faire plaisir aux dieux. Elles se dévêtaient pour que les dieux constatent qu'elles étaient totalement noires. Cette idée que les Noirs étaient les hôtes des dieux apparaît au 8e siècle avant notre ère dans les deux textes fondateurs de la Grèce antique, l'Iliade, qui relate la colère d'Achille durant la guerre de Troie, et l'Odyssée, qui relate le retour d'Ulysse à Ithaque. Que dit exactement Homère? Reprenons l'Iliade. Pour prendre la mesure de ce que nous allons lire, il faut comprendre la différence entre un mythe et une fiction. Une fiction, c'est une histoire qui est totalement fausse, inventée. Un mythe, c'est une histoire inventée, mais qui s'appuie sur des faits et sur une réalité historique. Et on ne sait pas toujours ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la réalité. Mais ce qui caractérise le mythe, c'est que si les éléments ajoutés sont fictifs, le fond de l'histoire est véridique. Donc, que dit Homère? Dans le chant 1, Thétis, la mère de Achille, lui dit qu'elle va aller à l'Olympe pour implorer l'aide de Zeus, mais qu'elle doit attendre 12 jours parce que Zeus et tous les dieux de l'Olympe sont en Afrique noire. Page 20. Zeus est allé hier du côté de l'Océanos à un festin que lui ont donné les Éthiopiens irréprochables et tous les dieux l'ont suivi. Le 12e jour, il reviendra dans l'Olympos. Le terme irréprochable est parfois traduit par incomparable. Ce terme signifie que le peuple noir, contrairement à tous les autres peuples qui étaient barbares, sanguinaires, impies, le peuple noir se distinguait de tous les autres. Frank Snowden, dans son livre à la page 150, explique que cette description que fait Homère des Éthiopiens irréprochables n'était sans doute pas fictive, mais basée en partie sur des rapports de voyageurs. Et donc, Homère nous dit que Zeus et tous les dieux de l'Olympe sont allés en Afrique noire festoyer avec les Africains, et ce pendant 12 jours. Notez que les dieux grecs ne vont pas chez les Grecs. Ce sont des dieux grecs, mais ils ne vont pas passer 12 jours avec le peuple grec. Non, ils vont plutôt passer 12 jours avec le peuple noir. Dans le chant 23, toujours du même livre, les vents demandent à Iris de s'asseoir et de passer un moment avec eux. Iris, c'est la messagère des dieux et elle va décliner l'invitation. Voyons cela à la page 617. Voici ce que Iris répond aux vents qui lui ont fait cette proposition. Ce n'est pas le temps de m'asseoir. Je retourne aux bouches de l'Océanos, dans la terre des Éthiopiens, là où ils sacrifient des hécatombes aux immortels. Les hécatombes, on parle ici de sacrifices d'animaux. En fait, Iris était en Afrique avec les autres dieux de l'Olympe, mais elle a dû s'absenter, elle a dû revenir parce qu'il y avait un problème qu'elle devait résoudre. Le bûcher de Patrocle ne brûle pas. Et donc, Iris est venue demander au vent de souffler sur le bûcher afin que le feu puisse prendre. Et ensuite, les vents
lui ont demandé de rester avec eux. Et là, elle a refusé, disant qu'elle doit retourner en Afrique pour avoir sa part du banquet. La suite de l'Iliade, l'Odyssée, nous présente une scène où Poséidon, l'un des 3 dieux suprêmes de l'Olympe, s'était absenté parce qu'il était allé visiter les Noirs. Il est question ici de Poséidon, que les Romains appellent Neptune. Le dieu était allé visiter les Éthiopiens dans leur contrée lointaine. Les Éthiopiens qui, placés aux limites du monde, sont divisés en 2 peuples, l'un regardant le couchant et l'autre l'aurore. Là, une hécatombe de taureaux et de brebis lui était réservée. Le cœur joyeux, il assistait à leur festin. Margaret Sinclair, une chercheuse anglaise, donne l'explication suivante. Page 23. L'amour pousse les dieux à vider l'Olympe chaque année dans le but d'avoir un festin de 12 jours avec ce peuple noir. Cet honneur, ni les dieux ni les poètes ne l'accordent à une autre nation. Homère, cependant, ne chante pas seulement les qualités humaines des Éthiopiens, il chante aussi leur prouesse mentale et militaire. Cette tradition, selon laquelle les dieux vont régulièrement en Afrique rendre visite aux Noirs, a perduré pendant plus de 1000 ans, ce qui montre qu'on considérait qu'il y avait dans cette histoire un fond de réalité. Et cette tradition, initiée par les Grecs, a été reprise par d'autres civilisations. Diodore de Sicile nous rapporte une coutume égyptienne. À la page 110 de son ouvrage, il déclare « Chaque année, les Égyptiens ont la coutume de transporter la chapelle de Jupiter au-delà du Nil en Libye et de la ramener quelques jours après, comme pour indiquer le retour de ce dieu de l'Éthiopie. » Par Jupiter, il faut ici comprendre Amon. Les auteurs de l'époque considéraient qu'il n'y avait qu'un seul dieu, donc qu'on l'appelle Jupiter, Amon ou Zeus, au final c'était le même dieu, mais comme il s'agit d'une coutume égyptienne, on sait que par Jupiter il faut comprendre Amon. Donc il nous explique ici que les Égyptiens, tous les ans, mimaient cette scène. Ils emmenaient la chapelle d'Amon en Afrique et la ramenaient quelques jours plus tard, en fait 12 jours après, pour symboliser le fait que chaque année, le dieu va en Afrique rendre visite au peuple noir et revient par la suite. Les Romains aussi vont reprendre cette tradition. Au 1er siècle, on a un texte de Silius Italicus. Silius Italicus était un poète et homme politique romain du 1er siècle. Dans ce passage, il rapporte que Jupiter, le dieu suprême de Rome, intervient au moment de la deuxième guerre punique pour défendre Rome, mais que justement à ce moment-là, il revenait d'Afrique noire. Un autre auteur romain du 1er siècle, Stas, dit ceci dans son ouvrage Les Thébaïdes. « Ce que je dis est peu, et je n'égale pas, Germanicus, ton visage, tel, lorsqu'il visite l'extrémité de l'océan et les tables des Éthiopiens, le visage inondé du nectar sacré, le maître des dieux ordonne aux muses de chanter des poèmes qui lui sont réservés, et à Phébus de célébrer le triomphe de Palène. » Cette idée de la présence des dieux en Afrique noire se retrouve aussi dans la Bible, mais de manière dissimulée. L'Exode raconte que Dieu va apparaître à Moïse au pays de Madian pour lui dire d'aller libérer son peuple. C'est l'épisode du buisson ardent.
Aujourd'hui, vous avez des exégètes qui vont vous dire que le pays de Madian était sans doute en Arabie, mais en réalité, le pays de Madian, c'est l'Éthiopie, c'est le pays des Noirs. On a des textes qui le montrent clairement. Donc, dans la Bible également, la présence de Dieu en Afrique noire est attestée. Ce qui ressort de cette longue tradition, c'est que les dieux avaient deux demeures. Un domaine permanent, le ciel symbolisé par l'Olympe, et une demeure temporaire, l'Afrique noire. L'Afrique noire, c'était la résidence secondaire des dieux. Les Noirs n'étaient pas comme les autres peuples, qui souvent étaient barbares, guerriers sanguinaires, impies. Et donc, en Afrique noire, les dieux avaient un moment de paix, un moment de détente, un moment de relaxation. C'est ça qui est symbolisé par cette tradition. Les dieux aimaient les Noirs et ne manquaient pas une occasion de les rejoindre pour se détendre avec eux. Claudius Aelianus, un auteur romain et enseignant en rhétorique, a écrit au début du IIIe siècle un ouvrage intitulé « Caractéristiques des animaux ». Et dans le livre 2, il dit ceci. « La terre d'Éthiopie, le lieu où les dieux se baignent, célébré par Homère sous le nom de Océan, est un excellent et désirable voisin. » Cette image, c'est vraiment pour montrer que l'Afrique noire, c'est pour les dieux un moment de détente, un moment de paix. Stas, que nous avons déjà cité, a écrit, comme nous l'avons dit, l'ouvrage Thébaïde, dont voici le texte latin. Voici ce qu'il dit au livre 5. C'est ainsi que, dit-on, les habitants du ciel s'échappent par une porte secrète s'il leur prend le désir de pénétrer au rivage des Éthiopiens rougis par le soleil et de s'asseoir à des tables plus humbles. Fleuves et montagnes leur ouvrent le passage, la terre s'enorgueillit de leurs pas et Atlas, porteur du ciel, reprend un peu son souffle. Une autre traduction rend ce passage ainsi. Tels, dit-on, les dieux s'échappant de l'Olympe par une issue secrète, aimaient à visiter les rivages et les demeures des Noirs éthiopiens, et à s'asseoir à la table des simples mortels. Les fleuves, les montagnes leur ouvrent le passage, la terre s'enorgueillit de leurs pas, et Atlas respire un moment, soulagé de son fardeau. Pour les dieux, c'était un moment de paix et de soulagement. La thèse, l'image de l'homme à peau foncée dans le monde romain, dit à la page 165, dans la mythologie gréco-romaine, c'est à cet endroit, donc nous sommes en Éthiopie, que Jupiter convie à un festin tous les dieux de l'Olympe. À présent que nous avons posé les fondements de notre discussion, on va aller un peu plus au fond des choses. La pensée de ces auteurs gréco-latins, c'est qu'il y a un lien entre les dieux et les Noirs. Il y a un rapport entre le peuple noir et le monde du divin. Frank Snowden cite un écrivain grec du IVe siècle nommé Denis le Périégète. Dans son livre, page 148, il dit ceci, pour Dionysius Périégétès, les Éthiopiens étaient comme des dieux, godlike, comme des dieux, et blameless, irréprochables. Pourquoi Denis Périégète dit-il cela? Reprenons l'Odyssée d'Homère. Il y a un passage que les Européens font tout pour dissimuler. Je rappelle que dans ce poème épique,
Le héros, c'est Ulysse. Et un passage dit que Ulysse était noir. Nous sommes ici dans le chant 16. Le contexte, c'est que Athéna, appelée ici Minerve, a à plusieurs reprises modifié l'apparence de Ulysse pour le protéger. Là, jusqu'à présent, il avait l'apparence d'un vieillard blanc et vêtu de haillons. Et pour que Ulysse puisse être reconnu par son fils Télémaque, Athéna décide de lui redonner son apparence normale. Voici ce qu'on nous dit. À ces mots, Minerve le toucha de sa baguette d'or. Elle lui couvrit la poitrine d'une tunique et d'un manteau éclatant de blancheur, grandit ses membres, augmenta sa force. Et là, notez ce qui est dit. Ses traits reprirent leur teint bruni. Ses joues se remplirent et une barbe bleuâtre ombragea son menton. On nous dit ici que sa peau est redevenue brune. Mais cette traduction est volontairement incorrecte. Dans la page suivante, on nous donne le texte grec original. Nous avons ici la traduction littérale en français et il devint de nouveau de couleur brune. Le mot grec original, on le trouve ici. C'est mélankroïs. Mélankroïs est composé de deux mots. On a mélane, ici mélane qui veut dire noir, de mélanine, et on a ici kroïs qui est la peau. Mélankroïs ou mélankros signifie littéralement peau noire. Donc, si on s'en tient au texte grec, on nous dit que la peau d'Ulysse est redevenue noire. Le lexique grec-anglais de Liddell et Scott le confirme à la page 1094. Page 94, on retrouve ce mot ici. Ici, vous avez bien ici le mot mélankroès et qui est traduit par black skinned, peau noire. Le lexique nous donne aussi une référence. Hérodote, livre 2, ligne 104. Reprenons cette référence. C'est là où Hérodote dit que les Colchides, comme les Égyptiens, ont la peau noire et les cheveux crépus. Il le dit ici, les Égyptiens pensent que ces peuples sont des descendants d'une partie des troupes de Sésostris. Je le conjecturerai aussi sur deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. Le mot noir, le mot qui est traduit ici par noir, on le retrouve là. C'est le mot mélankroès. C'est le même mot qu'on retrouve dans l'Odyssée de Homère pour décrire la couleur de peau de Ulysse. Et ici, c'est bien traduit par noir. Mélankros, c'est le terme que les Grecs employaient couramment pour désigner les personnes à peau noire. Donc, la traduction que nous avons ici dans ce passage de l'Odyssée est une traduction mensongère. Et ce qui prouve qu'on est dans la dissimulation, c'est que quelques pages plus loin, dans le chant 19, ce mot est réutilisé pour décrire la couleur de peau du serviteur d'Ulysse, son messager. Et là, étrangement, ce n'est pas traduit par brun. Voyons cela. Ici, on nous fait une description de Ribat, le messager d'Ulysse. Je vais te le dépeindre tel qu'il était. Il avait les épaules voûtées, la peau noire, les cheveux crépus.
Son nom était Eurybates. Ulysse l'honorait particulièrement entre tous ses compagnons parce qu'il possédait un esprit rempli de sagesse. Donc là, on nous dit ici que le serviteur d'Ulysse avait la peau noire et les cheveux crépus. Regardons ce que dit le texte grec original. Là, nous avons la traduction française, noir de peau. Et ici, on a le mot grec. Et ce que vous constatez, c'est que c'est mélancrous. C'est exactement le même mot utilisé dans le chant 16 pour décrire la couleur de peau de Ulysse. Sauf que quand il s'agit de Ulysse, on met peau brune, mais quand il s'agit de son serviteur, là on traduit correctement par noir de peau. Parce que c'est bien ça, mélane, noir, crous, peau. Donc, ce n'est pas une mauvaise traduction involontaire. Il y a une volonté réelle de dissimuler la couleur de peau de Ulysse. Et les falsificateurs sont même allés plus loin, puisque certaines traductions modernes ont clairement supprimé ce passage. Je vais vous prendre l'exemple d'une traduction récente. Voici donc une autre traduction avec le passage en question. Regardez ce qui est dit. Athénée parla ainsi, et elle le frappa de sa baguette d'or. Et elle le couvrit des beaux vêtements qu'il portait auparavant, et elle le grandit et le rajeunit. Et ses joues devinrent plus brillantes, et sa barbe devint noire. Comme vous le constatez ici, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. La partie où il est dit que la peau d'Ulysse redevient noire est manquante. Il y a tout, sauf le passage où il est dit que sa peau est redevenue noire. Prenons encore une autre traduction moderne. Athénée parla ainsi, et elle le frappa de sa baguette d'or, et elle le couvrit des beaux vêtements qu'il portait auparavant, et elle le grandit et le rajeunit, et ses joues devinrent plus brillantes. Là, une fois encore, vous pouvez constater que ici, il manque le passage où il est dit que la peau d'Ulysse est redevenue noire. Dans certaines traductions modernes de l'Odyssée, il est impossible à quelqu'un qui ne connaît pas les versions originales de l'Odyssée de savoir que Ulysse était noir. Donc soit ils suppriment le passage, soit ils altèrent la traduction en rendant mélancrous par peau brune au lieu de le rendre par peau noire. Revenons donc sur le fameux texte. Le texte grec ne souffre d'aucune ambiguïté et donc nous nous en tenons à ce que dit l'original. La peau de Ulysse est redevenue noire. Que se passe-t-il par la suite? La suite du récit dit que Télémaque ne reconnaît pas Ulysse, ce qui est compréhensible parce qu'il est parti depuis 20 ans. Et en fait, Télémaque le prend pour un dieu. Il est convaincu qu'il a maintenant affaire à un dieu. Et Ulysse essaie de le convaincre que non, il n'est pas un dieu. Télémaque lui dit si, sans doute tu es l'un des dieux qui habitent le vaste ciel. Et Ulysse lui répond non, je ne suis point un dieu. Pourquoi Télémaque le prend-il pour un dieu? On pourrait penser que c'est à cause de la transformation d'Ulysse. Parce que avant, Télémaque avait devant lui un vieil homme blanc, vêtu en haillons, et maintenant Ulysse a une apparence différente. Mais en fait, c'est pas ça. Télémaque va dire pourquoi il pense que c'est un dieu. On va descendre un peu plus et regardez ce que lui dit Télémaque ici.
Tout à l'heure, tu étais vieux et couvert de haillons. Maintenant, tu ressembles aux divinités qui habitent le vaste ciel. Notez bien que Télémaque lui dit « tu ressembles ». Mais quelle était l'apparence de Ulysse? Ulysse était un homme noir et qui portait de beaux vêtements. Et Télémaque lui dit « tu ressembles aux divinités qui habitent dans le ciel ». Donc, dans la perception grecque de l'époque, les dieux étaient noirs. Bien sûr, à cela, certains vont répondre que on est ici dans le domaine du symbole, de la métaphore, et qu'il ne faut pas prendre ce qui est dit au pied de la lettre. En réalité, pas du tout. Ce qu'exprime Télémaque ici est le reflet de ce que les Grecs pensaient. En 1556, on a un livre qui fait référence et dont j'ai déjà parlé précédemment, rédigé par Hassan el-Wazan, surnommé Léon l'Africain, qui était un Espagnol d'origine marocaine. Son livre, c'est une description de l'Afrique, mais il commence par parler des Noirs dans l'Antiquité. Et à la page 22, il va expliquer quelque chose. Nous sommes à la page 22 et notez déjà la note que l'auteur a inscrite à la marge. À la marge, on trouve cette petite note « Opinion que les dieux seraient issus des Noirs ». Dans ce paragraphe, il fait état d'une opinion courante dans l'Antiquité, à savoir que les dieux sont issus des Noirs. Voilà ce qu'il dit. Les Noirs, qui sont natifs du lieu, se paragonnent à toute autre nation, tant pour le regard du bon air que pour la douceur prodomie et bon accueil des habitants envers les étrangers. Ce qui leur cause une singulière recommandation sur tous autres, de sorte que l'on croit que les dieux en soient issus. Donc, il vante ici les qualités des Africains. Il dit que les qualités des Africains les distinguent de tous les autres peuples et il rapporte que on croit que les dieux sont issus des Noirs. Voilà ce que, en Europe, on pensait des Noirs dans l'Antiquité. Et dans la conception grecque, c'est plutôt logique. Pourquoi? Qui est le dieu suprême de la Grèce antique? C'est Zeus. Or, Zeus était noir, contrairement à toutes les représentations que l'on en fait aujourd'hui.